Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Fujifilm France. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la très grosse nouveauté annoncée à ce Summit du 8 septembre qui avait été un peu teasé au précédent Summit. C'est ce fameux XH2, l'autre jumeau du XH2S. Donc on va garder, vous allez le voir quand on va le découvrir ensemble physiquement. Donc un boîtier quasiment identique à 99%. La petite différence, c'est ce S en moins sur le devant du boîtier. Mais par contre, tout nouveau capteur qu'on découvre ensemble juste après l'avoir unboxé. Donc comme toujours, vous allez retrouver sur le dessus du boîtier les deux QR codes pour pouvoir télécharger directement l'application si vous ne l'avez pas déjà et le mode d'emploi complet. À l'intérieur, on découvre deux boîtes, une pour le boîtier, une pour les accessoires. On va commencer par les accessoires, on va garder encore un peu de suspense pour le boîtier. Dans cette petite boîte, vous allez trouver le câble USB-C, USB-C pour pouvoir charger l'appareil. Bien sûr, le chargeur avec ses embouts dans toutes les langues plutôt pour tous les pays que dans toutes les langues. La batterie NPW235, qui est donc la même batterie qui équipe le XH2, mais aussi la même batterie qui équipe le XT4 ou le GFX 100S et le GFX 50S2. On va retrouver la sangle, plus besoin de petits triangles, comme vous vous souvenez sur le XH2 comme sur le XH2S, on va avoir directement des passages de sangle. Et on va retrouver un cable lock pour venir verrouiller le câble USB-C directement sans risque de le casser quand on est en tournage. C'est vraiment le petit accessoire ultime mais très pratique pour éviter la casse. Et bien sûr maintenant le clou du spectacle, le boîtier. Alors je vous rassure, encore une fois comme toujours pour les besoins des vidéos, on a déjà déballé le boîtier, le vôtre sera bien sûr livré dans son petit sachet. Ce XH2, comme vous le voyez, pas de petit S devant, donc on sait qu'on est sur la version 40 millions de pixels. Ce XH2, qu'est-ce qui fait son secret? C'est son nouveau capteur X-Trans5 HR. Donc on est sur un capteur rétroéclairé, mais pas stacké. Le capteur empilé sera l'exclusivité de son jumeau, qui est le XH2S. Donc on va être sur un boîtier vraiment taillé pour la définition. 40 millions de pixels, le but ça va être de venir faire du portrait haute définition, d'aller faire de la publicité, de la macro, du paysage avec toujours plus de détails, toujours la volonté d'aller chercher de l'information, d'aller chercher le petit détail qu'on n'a peut-être pas vu à l'œil nu, tel un renard qui se balade dans un champ et qu'on n'aurait pas vu au moment de la prise de vue et qu'on redécouvre en post-production. C'est ça la magie d'avoir un grand nombre de pixels. Ce capteur 40 millions de pixels, qu'est-ce qu'il a comme vraie nouveauté par rapport au capteur 26 millions qu'on avait avant? On va avoir 3,33 millions de pixels à détection de phase contre 2,16 millions avant, ce qui veut dire qu'on va avoir un autofocus encore plus précis dans les sujets texturés que peuvent être les animaux, que peuvent être les vêtements. On va avoir un autofocus qui va être plus précis, plus réactif. 40 millions de pixels, nouveau capteur. On va aussi avoir un nouvel ISO natif de base. On va avoir un ISO natif à 125 ISO. Qui va permettre toujours de gagner en qualité en descendant, mais ce qui va jouer directement sur les qualités vidéo qu'on verra juste après. Les ingénieurs ont travaillé à fond et grosse nouveauté, on va avoir un shutter électronique capable d'aller jusqu'au 180 millième de seconde. Vous allez me dire, mais à quoi cela sert-il? Sachant qu'on avait déjà le 32 millième avant, donc vous imaginez 32, 64, 128, 180 millième, 4 diaphs de plus de gagner sur la rapidité d'obturateur. Ça va permettre vraiment de figer des instants comme une ampoule qui éclate, comme une goutte d'eau qui s'éclate sur une surface. L'idée, voilà, c'est vraiment de figer l'instant, un instant qu'on ne pourrait percevoir avec notre œil, et vraiment de l'immortaliser. En termes de nouveautés photo, donc on va rester sur le X-Processor 5, donc on va retrouver bien sûr en AFS, on va retrouver le même algorithme que sur le XH2S. On va retrouver de nouvelles fonctionnalités propres au XH2 que nous n'aurons pas sur le XH2S. On va retrouver une nouvelle fonctionnalité que vous connaissez peut-être déjà sur le GFX qui va être le pixel shifting. Donc c'est cette technologie qui exploite la stabilisation d'image, donc qui déplace le capteur 20 fois, on fait 20 photos pour pouvoir avoir une image qui fait 160 millions de pixels à la fin. Voilà, c'est la vraie nouveauté sur la série X, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc on bénéficie de ces 40 millions de pixels pour faire une image avec 4 fois plus de résolution. Mais aussi de nouveaux formats d'image. On va avoir deux nouveaux formats d'image, le format 5.4 qui est très apprécié des utilisateurs du GFX avec 33 millions de pixels
et le format 4/3 qu'on retrouve un peu plus classique avec 35 millions de pixels. Vous voyez, toutes ces nouveautés qu'apporte le 40 millions de pixels, ça a permis aux ingénieurs japonais de développer, de piquer des idées aussi à l'intérieur même de la gamme et d'apporter de nouveautés aux utilisateurs de la série X. Petite nouveauté aussi qu'on découvrira juste après en utilisation, c'est un téléconvertisseur numérique. Vous allez avoir l'option d'activer dans le boîtier un téléconvertisseur 1.4 ou x2, mais je vous en parle tout de suite après, il y a une petite subtilité. Ces 40 millions de pixels, associés au Capteur X Processor 5, vont aussi permettre de développer de nouvelles capacités vidéo. En effet, le XH2, c'est le premier boîtier Fuji capable de déployer de la 8K. 8K 30p, on va garder la 6K à 30 images secondes qu'on avait sur le XH2S, mais uniquement en 16 neuvième. Et bien sûr, la 4K à 60 images secondes, les ralentis en 240 images secondes, mais je vous laisserai plonger dedans plus attentivement. Forcément, 40 millions de pixels, on va avoir une plage dynamique de 13 stops, ce qui est, vous verrez, associé au F-Log 2, vous pouvez à peu près faire des vidéos de tous les sujets, quelles que soient les conditions de lumière, vous aurez une latitude de post-production assez incroyable. Et ce zoom et ce téléconvertisseur dont on parlait en photo, vous allez aussi le retrouver directement en vidéo avec un zoom numérique qui va par exemple vous permettre de transformer votre 18-120 en 18-240 sans perte de qualité. On en parle juste après. Il y a une petite subtilité bien sûr, vous ne l'aurez pas en 8K, ce sera uniquement disponible en 4K. On fait un petit tour des nouveautés, de ce qui le différencie. Ce téléconvertisseur numérique, première nouveauté photo dont on va parler. La grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir garder un RAW. Déjà, c'est une bonne chose, donc vous allez toujours garder votre image intégrale. Donc si jamais vous souhaitez vraiment avoir l'image sur le moment, mais après chez vous, avoir votre original et le retravailler tranquillement, ce sera possible. Donc en téléconversion numérique avec le x1.4, automatiquement l'appareil passera sur un JPEG M, donc avec une vingtaine de millions de pixels. Et si vous activez le téléconvertisseur x2, on va passer sur un JPEG S de une dizaine de milliers de pixels, mais toujours en gardant un RAW plein. Donc ça va vous permettre de, si par exemple vous êtes parti en randonnée, que vous avez pris votre 100-400, ou votre 150-600 maintenant, que vous avez oublié votre téléconvertisseur, aujourd'hui, grâce au nombre de pixels, il est intégré au boîtier. Ça vous permettra de faire la photo et de choisir chez vous si vous souhaitez la recadrer différemment à partir du RAW. Donc voilà, une petite astuce qui fait que si jamais on oublie à un moment son téléconvertisseur à la maison ou qu'on n'avait pas prévu de s'en servir, mais que l'image du siècle apparaît, au moins vous pourrez la faire, il n'y aura pas de souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit au démarrage, le XH2 va être un boîtier plus posé que le XH2S. On va être sur un boîtier avec une rafale limitée à 15 images secondes en obturateur mécanique, mais on va quand même garder une rafale illimitée si vous travaillez avec la CF Express, quel que soit le format, en RAW ou en JPEG. Et on va pouvoir monter jusqu'à 20 images secondes en obturateur électronique, mais au détriment d'un crop 1.29. Donc vous voyez qu'on est sur un boîtier plus calme, plus posé pour un usage légèrement différent du boîtier XH2S qui avait été annoncé un tout petit peu plus tôt dans l'année. Cet ISO natif 125, qu'est-ce qu'il a d'autre comme conséquences? Les autres conséquences que ça va avoir, qui sont de bonnes conséquences, c'est qu'en partie vidéo, on va réduire la base des F-Log. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, sur le F-Log 1 et sur le F-Log 2, on avait respectivement une base à 640 et 1250 ISO. Désormais, grâce à ce capteur 40 millions de pixels et son ISO natif plus bas, on va avoir une base pour le F-Log à 500 ISO et une base pour le F-Log 2 à 1000 ISO, ce qui va permettre quand même de gagner en profondeur de champ et de gagner en facilité de travail. On va peut-être pas être obligé de mettre un ND trop puissant, on va pouvoir se contenter d'un ND normal entre guillemets. Grosse nouveauté avec la 8K, forcément si on vous propose de la 8K, faut être capable de tourner longtemps avec. Le but c'est pas de vous dire on vous donne la 8K, mais par contre c'est 5 minutes max quand il fait 20 degrés. Non, non, là l'idée déjà de base, avec de la 8K 30p, dans un environnement à 25 degrés, vous allez déjà pouvoir tourner 160 minutes avec. Donc en gros je pense que vous viderez votre batterie ou vous remplirez votre carte juste avant. Et si jamais vous souhaitez ajouter l'accessoire de ventilation, le fan 001, vous allez pouvoir monter à 240 minutes. Donc vous voyez que quand même, sur des périodes tranquilles en météo, vous allez avoir une grosse capacité de tournage en 8K. Là où ça se complique toujours, c'est quand il commence à faire chaud dehors, sur les tournages de mariage d'été, si vous avez des plateaux aussi en été. Là tout de suite ça chauffe un peu plus, mais grosse surprise, sur de la 8K 30p
par 40 degrés. Vous allez pouvoir tourner uniquement 13 minutes sans le ventilateur, mais le ventilateur vous permet de tourner plus d'1 heure en continu. C'est vraiment ça la grosse force de la construction de ce boîtier, c'est d'avoir proposé un boîtier qui se refroidit très bien et qui va vous permettre de tourner longtemps dans les meilleures conditions et d'exploiter les spécificités les plus élevées du boîtier. Le but, c'est toujours ça des ingénieurs, c'est vous donner le maximum pour le maximum de temps, en tout cas en vidéo. En vidéo, autre grosse nouveauté pour les adeptes des optiques manuelles ou pour des personnes qui préfèrent faire la mise au point à la main plutôt que de faire confiance à l'autofocus, on va retrouver un focus meter. Vous allez le voir en live, ce focus meter, il permet tout simplement d'avoir une indication du point pour vous dire attention, tu es un peu derrière, attention, tu es un peu devant, et à un moment, il devient vert, la flèche est alignée avec l'autre flèche, et c'est vraiment la très grosse nouveauté, c'est que ça permet d'avoir un autofocus ultra précis sans avoir à zoomer dans son image. Donc on peut continuer à suivre l'ensemble de son cadre et corriger parfaitement la mise au point par rapport à son collimateur. Le collimateur, vous verrez, vous indique une zone. Le focus meter reste au centre. C'est à vous après de vous recaler manuellement et on verra que c'est quand même un gros avantage en termes d'utilisation et de simplicité d'utilisation. Ce XH2, physiquement, il reprend toute la base du XH2S. Vous allez retrouver sur le dessus l'écran de commande, la molette avec les menus de personnalisation que vous connaissez déjà grâce à la gamme GFX, au XS10 et au XH2S. On va retrouver le bouton de démarrage rapide de la vidéo, le bouton ISO, le paramétrage de la balance des blancs, un bouton que c'est à vous de paramétrer en fonction de votre choix. À l'arrière, on va retrouver le même écran, bien sûr, que sur le XH2S, avec le D-pad et les mêmes paramètres de contrôle. Donc pour un photographe qui aura une double activité, par exemple vidéo et photo, pour qui aura une activité de portrait hautement détaillé ou commercial et un usage plus sportif. Quand on va passer d'un XH2S à un XH2, on est exactement sur la même base de boîtier, on est à la maison, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On garde bien sûr en dessous la connectique pour les deux grips, soit le FTXH qui est le fameux transmetteur de fichiers Ethernet ou Wi-Fi haut débit qui lui aussi va être disponible à la fin du mois, ou alors tout simplement le grip VG qui lui sera le grip purement d'autonomie pour avoir un report des boutons en position verticale. On va retrouver le port CF Express accompagné de la SD et de l'autre côté toujours un HDMI complet, une entrée micro, une sortie casque et juste en dessous l'entrée USB-C pour le charger ou alors l'alimenter via une powerbank externe. On va faire le tour de toutes ces nouveautés qu'on vient d'annoncer à travers les menus afin de découvrir les emplacements directement dans le boîtier. On terminera par le pixel shifting, comme ça on fera la connexion directement avec la post-production sur l'ordinateur. Tout d'abord, on va découvrir les nouveaux formats d'image. Donc comme je vous l'ai dit, 3,5 16/9 carré que vous connaissez très bien chez Fujifilm, et désormais le format 4/3, 35 millions de pixels, et le format 5/4 avec 33 millions de pixels, format que vous retrouvez bien sûr décliné en L, M et S en fonction de la qualité d'image que vous souhaitez. On va aussi retrouver donc le téléconvertisseur numérique qui se trouve dans le menu configuration prise de vue, va directement jouer sur la focale installée sur le boîtier. Donc en off, vous voyez, j'ai ici un 18, donc vous avez bien un 27 mm. Avec le convertisseur 1.4, je me retrouve avec un 40 mm. Et x2, je me retrouve avec un 56. Donc ça joue directement, ça vous crop directement dans l'image. Donc vous voyez aussi, on a le format qui passe de S, M et format plein. Donc en téléconvertisseur numérique x2, vous allez avoir un RAW plein format avec un JPEG au format S avec une focale équivalente à 54 mm. On va regarder ensemble toutes les nouveautés vidéo présentes dans ce XH2, à commencer par le menu liste des paramètres vidéo qui est l'endroit du boîtier qui regroupe tous les réglages de qualité d'image. On va commencer par découvrir les nouveaux formats, donc le 8K 16:9 en 30 images secondes, le 6,2K en 16:9 au contrario du XH2S qui lui le dispose au format 3,5, donc toujours à 30 images secondes. Le 4K HQ 16/9, 30 images secondes. Retenez bien ce format 4K HQ, on en reparle juste après pour la téléconversion numérique. Et bien sûr le 4K 16:9 qui lui va monter jusqu'à 60 images secondes. Vous allez retrouver là aussi la possibilité bien sûr de faire le ProRes directement sur la carte mémoire à condition d'être en CF Express.
Donc du ProRes LT, 422 ou HQ, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire de votre image, de comment vous voulez la post-produire, mais bien sûr aussi de l'outil informatique dont vous disposez. Et bien sûr, si vous ne tournez pas en F-Log, vous allez avoir la possibilité d'appliquer directement des simulations de films, le F-Log 1 ou le F-Log 2 et aussi le format HLG pour bénéficier d'une plage dynamique étendue et avoir un rendu légèrement HDR. La 4K HQ, on en a parlé, donc c'est une 4K haute qualité. En fait, vous allez filmer en 8K pour y obtenir un rééchantillonnage en 4K. L'avantage que ça offre en termes de prise de vue, c'est que quand vous allez activer le téléconvertisseur numérique, cela va vous permettre, avec par exemple le 18-120, d'avoir un 18-240. Donc vous partez d'une image 8K et vous allez vous retrouver à 240 avec que de la 4K, donc avec un format brut 4K, mais qui va vous permettre de doubler votre focale si jamais vous êtes un peu court sur une interview et que vous n'avez qu'une optique, que vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin dans votre cadrage. Voilà, c'est une astuce qui vous permettra de rendre le boîtier plus polyvalent sans forcément avoir plus d'optiques sur vous. Zoom numérique, oui, non. Donc uniquement utilisable avec les formats HQ, qui sont des formats en fait qui filment avec une définition plus grande, donc 8K ou 6K, et qui vont rééchantillonner en plus petit. L'autre nouveauté de ce boîtier XH2, c'est l'apparition du Focus Meter. Le Focus Meter, vous allez voir tout de suite, c'est très visuel. On vient ici dans le menu autofocus, forcément vu que ça touche la mise au point. La deuxième page, c'est dans les assistances de mise au point manuelle. Et on va activer ici en français maître de mise au point. Donc après l'avoir activé, je cale mon collimateur sur le sujet sur lequel je souhaite faire la mise au point. Et je vais faire ma mise au point. Vous voyez que mon aiguille se décale pour me dire si je suis devant ou derrière. Donc je vais passer très vite derrière, je vais aller faire la mise au point sur le mur. Et quand elle est bonne, et bien tout simplement, elle est verte. Là je sais que, alors forcément c'est très subtil. Voilà. Là je sais que je suis parfaitement calé au niveau de mon collimateur sur la rotule de mon trépied qui me filme actuellement. Donc vraiment une assistance très précise pour la mise au point. Donc on est sur un très grand angle, donc forcément la mise au point est très fine. Vous verrez qu'avec une optique plus longue, ce sera plus facile de faire la mise au point. Mais voilà, une petite astuce supplémentaire qui vous permet de faciliter toujours l'utilisation de vos boîtiers. On va découvrir ensemble le pixel shifting de la prise de vue à la post-production avec le logiciel Pixel Shift Combiner mis à disposition gratuitement par Fujifilm. On va aller dans le menu Drive, choisir l'intervalle dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le paramétrage. Donc je recommande toujours 1 seconde minimum de choix. Vous voyez, il vous recommande l'utilisation d'un trépied. Comme je vous l'ai indiqué à travers le menu Q, je mets un retardateur de 10 secondes. Et là, l'appareil va faire 20 photos successives. Après avoir vu le paramétrage du pixel shifting, j'ai fait une série d'images en dehors du plateau, sur un trépied, avec un sujet, afin de vous donner 3 exemples concrets d'utilisation du pixel shifting avec une méthode qui crée quelques défauts et une méthode qui vous permet d'avoir un fichier complet, certifié sans défaut par le logiciel. On va regarder ça ensemble. J'ai branché ma carte CF Express sur mon appareil. Comme vous le voyez, j'ai ici que des RAW. Le pixel shifting ne fait que des RAW, donc j'ai exactement 63 documents qui va pouvoir lui traiter directement. Je vais garder ma fenêtre sur le côté. Je vais ouvrir le petit logiciel mis à votre disposition gratuitement par Fujifilm qui s'appelle Pixel Shift Combiner, qui est un petit soft très simple dans lequel vous allez faire Register Jobs. Il faudra lui pointer l'ensemble des RAW qui sont sur votre carte. Et vous voyez qu'en bas, vous avez 2 choix de pixel shifting. Vous avez le pixel shifting High Resolution qui va vous créer un fichier de 160 millions de pixels, ou le format juste Accurate Color. Il va se baser sur ces mêmes 20 photos, mais pour vous créer un fichier 40 millions de pixels avec des couches RGB complètes. Il n'y aura pas de réinterprétation par l'appareil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 160 millions de pixels. 3 photos de trop, l'appareil me l'indique, le logiciel me l'indique immédiatement pour me dire qu'il y a 3 photos qui ne correspondent pas à la série de pixel shifting. Et vous voyez qu'il a automatiquement détecté de lui-même 3 séries de 20 photos afin de les recompiler. Je n'ai pas besoin de lui dire, alors la première c'est celle-là, la dernière c'est celle-ci. Il arrive à détecter automatiquement, c'est inscrit à l'intérieur des fichiers. Je choisis le dossier dans lequel les photos vont être, la photo finale va être exportée. Donc c'est ici un dossier qui est déjà créé sur ordinateur.
et je vais lui demander de lancer la compilation de ces 3 dossiers. Pendant qu'il réfléchit, on va parler de ce fichier final. Il va vous produire un fichier DNG de 160 millions de pixels. Un fichier DNG, l'avantage c'est que ça vous permet de garder la souplesse du RAW quand vous allez le passer en post-production. Donc vous voyez, il a déjà fini le traitement du premier fichier et dès le début de traitement du deuxième, il se rend compte que nous avons des défauts à l'intérieur du fichier, c'est-à-dire des photos qui ne s'intercalent pas parfaitement avec un léger décalage. Donc ce défaut est dû au fait que je suis resté à proximité de l'appareil pendant la prise de vue sans avoir mis de retardateur et que forcément on va avoir des légers défauts qui vont apparaître. Alors que le dernier, vous voyez, ça se passe très bien. Le dernier, j'ai mis le retardateur de 10 secondes afin de pouvoir m'éloigner sereinement de l'appareil et éviter toute vibration à proximité de ce dernier. Donc il a fini. Je vais retrouver mes 3 photos directement dans mon dossier ici. Vous voyez qu'ils sont ici. 1, 2, 3, donc qui sont des DNG de 178 mégas. Et ce que je vais vous montrer, c'est quelle est la différence entre 40 millions de pixels et 160 millions de pixels. Afin de vous montrer ce que donne réellement 160 millions de pixels, je vais ouvrir un RAW parmi les 20 et ouvrir le fichier DNG sélectionné. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre de manière à les ouvrir simultanément pour vous montrer une petite astuce, non, mais une petite indication en tout cas claire et nette quand on ouvre Photoshop, qui est que, regardez ici en bas, vous voyez bien que le fichier recomposité de le DNG fait bien 159 millions de pixels. On est sur une photo qui fait 15 456 pixels par 10 304 de large, quand la photo de base, elle, ne fait que 7000 par 5000. Donc vous voyez qu'on a fait tout petit peu plus, on a fait x2. Tout simplement, on a fait x2 sur la résolution. Et on va ouvrir les 2 images et on va les mettre au même niveau de zoom pour se rendre compte de la différence de définition. On va les mettre toutes les deux à 100% pour qu'on se rende compte vraiment de ce que cela fait. Donc vous avez ici le DNG de 160 millions de pixels à 100%. Donc vous voyez qu'on est plein cadre sur Fujifilm. Donc on peut dépoussiérer le boîtier tellement la résolution est précise directement sous Photoshop. Et le fichier 40 millions de pixels, voilà. Il y a une différence de recul, donc il y a une différence de résolution. C'est normal, mais voilà, c'est pour qu'on puissiez comprendre l'impact des deux. Voilà. Vous voyez vraiment qu'on peut en rentrer encore un peu plus dans sa photo. Donc pour un photographe d'architecture d'intérieur, pour un photographe qui fait de la macro sur malheureusement des insectes morts en général, qui fait des packshots, ça va apporter dans un boîtier de type APS-C les mêmes capacités de retouche qu'on a sur du grand format. Sauf qu'on n'est pas obligé de s'encombrer d'un boîtier grand format, on n'est pas obligé d'acheter l'ordinateur pour traiter des fichiers de 100 millions de pixels et bien plus. On a aujourd'hui à portée de main, dans un boîtier comme le X-H2, des technologies équivalentes à celles développées chez Fujifilm dans le grand format. Et pour de photographes qui veulent favoriser la compacité, la discrétion et qui n'ont pas besoin tous les jours de 100 millions de pixels, vous allez avoir cette option à travers le pixel shifting d'utiliser uniquement 40 millions de pixels quand vous en avez besoin, mais aussi 160 millions de pixels quand vous avez des clients un tout petit peu plus exigeants qui demandent des fichiers plus gros pour une retouche un peu plus poussée. C'était le mode pixel shifting, de la prise de vue à la post-production. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier, c'est très facile sur le boîtier, c'est très facile sur l'ordinateur, le logiciel est gratuit, c'est facile à en mettre à place. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à le découvrir, ça fait partie de ce qui rend le X-H2 un boîtier ultra polyvalent, de 40 à 160 millions de pixels, il répond à tous vos besoins. Ce X-H2, à peine annoncé, presque déjà disponible. Vous allez pouvoir le retrouver dans tous vos magasins dès la fin du mois de septembre. N'hésitez pas à aller l'essayer, à le comparer au X-H2S pour ceux qui se tâtaient, à savoir est-ce que je prends un capteur empilé, est-ce que j'attends le capteur haute résolution. Allez l'essayer, il y a forcément un des deux boîtiers qui correspond à votre usage, que vous soyez photographe, vidéaste, professionnel ou amateur averti. N'hésitez pas à aller l'essayer, c'est hyper important de le prendre en main. Dans quelques temps, vous pourrez retrouver Rémi Flamand, notre photographe spéléologue, un des rares au monde à travailler professionnellement en photographie sous terre et dans des milieux compliqués. Il a fait le projet avec le X-H2, vous pourrez découvrir ces magnifiques images. N'hésitez pas à suivre la chaîne Fujifilm France pour vous tenir au courant de la date de sortie de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux trucs et astuces.